Alors attention, moi je veux pas relancer la natalité, hein. Moi, je veux faire en sorte que tous ceux qui veulent avoir des enfants puissent réaliser leur désir d'enfant. Ouais. Non, mais c'est ça. Et encore une fois, le désir d'enfant, il reste fort et majoritaire en France. Oui, c'est ce que je voulais dire. J'ai parlé un peu vite, mais c'est voilà, ce que je voulais dire. Donc, moi, c'est ça. Hein, je veux dire, j'ai pas envie de faire augmenter la courbe ou quoi que ce soit. Je veux simplement que c'est une question morale, hein, c'est une question philosophique au final. Hein, ça dépasse tout. Hein, c'est juste que j'estime que dans une société, dans une république telle que la nôtre, qu'on soit empêché juste dans son envie quand même très humaine de vouloir faire des enfants, qu'on soit empêché par des conditions matérielles, ça me paraît quand même quelque chose d'assez scandaleux et sur lequel l'action publique a encore une fois toute la légitimité d'agir. Et donc, quand on regarde la littérature académique, on voit deux choses. On voit que ce sont dans les pays où les femmes travaillent que la fécondité résiste le mieux. Ce qui peut paraître assez paradoxal et ce qui est d'ailleurs toujours très difficile à entendre, des gros rétrogrades qui vous expliquent que si la fécondité baisse, c'est parce que les femmes sont sorties du foyer pour aller sur le marché du travail. C'est exactement l'inverse. En fait, c'est justement dans les pays où la participation des femmes au marché du travail est la plus élevée que la fécondité résiste le mieux. Hein. Je dis pas qu'elle remonte, mais en tout cas, elle résiste. On le voit très bien. Moi, j'étais il y a pas très longtemps en Italie. En Italie, il y a une femme sur deux qui n'est pas active au sens économique du terme, qui n'est pas sur le marché du travail. Ah ouais. Ouais. Et l'Italie est parmi un des pays en Europe qui a le taux de fécondité le plus bas. D'ailleurs, au passage, l'Italie, quand même un pays tradition catholique, c'est pas pour autant qu'ils font des enfants. Ça aussi, elles travaillent pas et elles ont pas d'enfants. Ouais, ça aussi c'est très intéressant sur le catholicisme, sur la religion. Il y a pas de corrélation entre la culture, on va dire religieuse d'un pays. Alors, on n'a pas parlé d'Israël, mais Israël c'est vraiment l'exception dans tout ça. On en parlera peut-être. C'est vraiment la grosse exception qui confirme la règle. Mais voilà, Italie par exemple, on est dans ce cas-là. Et donc c'est intéressant de noter que plus les femmes travaillent, mieux la fécondité se porte. Pour deux raisons. Premièrement, parce que le désir de famille et le désir de carrière sont pas antagonistes. Au contraire, ils peuvent se renforcer. Voilà. Et aussi parce que, et on revient sur la discussion sur les jeunes actifs, aujourd'hui, c'est très compliqué de fonder une famille, de nourrir une famille sur un seul revenu. Et donc, les deux travaillent. Ça, on a réussi à faire ça comment ? Par les modes de garde. On parlait du coût d'opportunité de la parentalité, hein, de tout ce qu'on sacrifie quand on devient parent. Ce sont les femmes qui sacrifient le plus. La garde d'enfants, donc les modes d'accueil, les crèches, les nounous, les haltes garderies, etc. C'est le meilleur moyen d'externaliser ce coût financier pour les femmes et de leur permettre justement de pouvoir poursuivre leur carrière, de pouvoir travailler sans avoir à faire une croix sur leur désir d'enfant quand il existe. Aujourd'hui en France, on n'en est pas du tout là. Hein. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 160 000 parents qui sont en garde forcée. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas trouvé de mode de garde à l'extérieur et qui ont été obligés de faire une croix sur leur carrière, qui ont été obligés de quitter le marché du travail. Et la grande majorité, c'est des femmes. 80% quoi. Ouais, c'est un peu moins, mais c'est ça. Et donc là, il y a un vrai sujet. Et là, moi, je pense qu'il y a vraiment un levier à activer en France. On a des problèmes de mode de garde, on n'a pas assez de place en crèche, on n'a pas assez d'effectifs en crèche. En plus, c'est facile. C'est pas un truc politique très difficile, quoi. Et moi, je te le donne en mille. Moi, une des solutions que je développe dans le livre, c'est de rééquilibrer. On sait qu'on a des contraintes budgétaires, mais enfin, je pense qu'on peut demander un effort aux retraités, puisqu'on dépense de plus en plus d'argent sur les retraites, pour aller réinvestir la politique familiale et notamment les modes de garde pour aller aider les jeunes actifs et surtout les femmes à pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et il s'agit de demander un effort aux retraités riches en plus. Oui, il y a plein de choses à faire sur les retraités. Il y a notamment 10 milliards qui partent tous les ans de la Caisse nationale d'assurance familiale à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour financer les droits familiaux à la retraite. Je pense que ces 10 milliards-là, ils pourraient être mieux utilisés peut-être sur des congés parentaux mieux rémunérés, sur des modes de garde beaucoup plus accessibles, sur des aides aux parents, sur les allocations familiales. Il y a tout ça un peu à revoir. Et je pense que le mode de garde, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans tous les pays, c'est la moins inefficace des mesures qu'on peut mettre en place pour soutenir la fécondité. Ça ne veut pas dire que ça va remonter. Il n'y a pas de baguette magique contre la dénatalité. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution magique. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit l'inverse, c'est un charlatan. Ouais. Voilà.
Il y a beaucoup d'interrogations, il y a très peu de certitudes et il y a zéro solution magique. Ouais, ça c'est important de le dire. Oui, il faut effectivement le préciser. C'est bien qu'on arrive, qu'on le dise vers la fin, mais donc il faut bricoler, il faut tester, il faut essayer. Donc déjà les modes de garde, si on pourrait améliorer ça, vraiment de garantir, des pays le font, hein, je crois que c'est la Finlande qui garantit, il y a un droit opposable au mode de garde. Donc c'est-à-dire que dès l'âge de 9 mois, quoi qu'il arrive, il y a un service public qui doit vous proposer, comme en France la maternelle, 3 ans, qui doit vous proposer une place. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Entre 0 et 3 ans, les parents, ils sont abandonnés à leur sort. Et vraiment, c'est débrouillez-vous. C'est des parcours du combattant dans les grandes villes. Enfin bref, moi, je suis en plein dedans. C'est pas très marrant. Et je trouve que là, pour le coup, on n'accompagne vraiment pas. Et c'est une source de stress. Ça prend du temps. Ça prend... Ouais. Voilà. Ah bah, et ça doit décourager. C'est sûr que ça en décourage certains. Et d'ailleurs, on voit dans les sondages que c'est aussi des stress avant de faire un enfant, de dire mais comment on va faire pour le faire garder. On n'a pas les grands-parents, on n'a pas les amis, on n'a pas l'argent, on va pas avoir de place en crèche. Et voilà, on n'a pas la place, on n'a pas la place en crèche, etc. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc les modes de garde, là, c'est vraiment un truc dans lequel il faut investir, hyper important. Je pense qu'il faut aussi revoir la politique familiale dans le sens où aujourd'hui en France, il y a une allocation familiale à partir du 2e enfant. En fait, toute la politique familiale française, elle obéit à une espèce de philosophie un peu bizarre. Enfin, c'est devenu une espèce de grosse usine à gaz où on se disait le premier enfant arrive naturellement. Là où il faut aider, c'est sur le 2e et le 3e. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous avez un enfant, premier enfant, vous n'avez pas le droit aux allocations familiales. Non. C'est à partir du 2e. Et le quotient familial, d'ailleurs c'est plafonné, ça dépend de vos revenus, hein, et le quotient familial, donc vous savez, la part fiscale qu'on vous donne quand vous avez un enfant, c'est 0,5 sur le premier enfant, 0,5 sur le 2e, et ça passe à 1 sur le 3e. Donc le 3e est... Voilà, donc en fait il y a une carotte sur le 2e enfant, les allocations familiales, et il y a une autre carotte sur le 3e enfant qui est la part fiscale totale. Il n'y a pas de carotte sur le premier. Et sur le premier, non. Et parce qu'on était dans cette optique, à l'époque, oui. De dire, il n'y a pas si longtemps, le premier arrive, et on aide sur le 2e, on aide sur le 3e. Moi je pense qu'il faut tout recaler sur le premier. Bah bien sûr, c'est logique. Parce qu'en fait, les besoins, ils sont là dès le premier. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant. Aujourd'hui, il y avait une discussion à l'Assemblée nationale sur une proposition, d'ailleurs, transpartisane de mettre allocation familiale forfaitaire universelle dès le premier enfant. Bravo nos députés, donc, pour une fois. C'est des choses qui reviennent dans le débat et c'est intéressant. Et quotient familial, pourquoi pas aussi le remettre en pleine part fiscale dès le premier enfant. Enfin, je pense que c'est... Là, pour le coup, ça va coûter de l'argent. C'est des milliards d'euros. Hein. Mais c'est un investissement qui vaut le coup. Oui, 100 fois. Voilà, à tout point de vue. Ouais. À tout point de vue. Ouais. Donc déjà, si on pouvait faire ça, les modes de garde, on met le paquet, et sur la politique familiale, on met le paquet sur l'accompagnement de parents, moi je demande à voir, et j'aimerais bien voir ce que ça fait, et je suis persuadé que ça pourra quand même aider un paquet de gens à pouvoir déjà souffler un peu et à réaliser ça. Après, il y a l'immobilier, mais ça c'est un vaste sujet, comment est-ce qu'on, j'allais dire dynamite, comment on dynamise le marché immobilier qui est devenu une rente générationnelle absolue, hein, qui vraiment on est en train d'exclure une génération entière de l'accès à la propriété immobilière. Enfin, je veux dire, même aujourd'hui, des étudiants qui dorment dans des campings à Lyon, qui dorment dans des boxes de parking à Bordeaux, enfin, on n'arrive plus à loger les jeunes et ça va pas aller en s'améliorant. J'ai plein d'amis qui ont un bon travail, qui sont en âge d'avoir des enfants et qui ont du mal à envisager comment est-ce qu'ils peuvent en avoir 2. Parce qu'ils sont parisiens, enfin j'imagine c'est pareil ailleurs parce que ça a l'air s'adapte, mais qu'avoir un 4 pièces à Paris, c'est marrant, c'est que la tension immobilière, elle est extrêmement élevée dans les métropoles, là où il y a des bassins d'emploi justement pour les jeunes. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que dans des zones peut-être un peu moins peuplées, il n'y ait pas ce problème immobilier, et c'est vrai, mais et ça on n'en a pas parlé, mais la France est en train de se vider aussi tout doucement. Il y a un tiers des départements français qui sont déjà en décroissance démographique. Donc en fait, les jeunes vont là où il y a du boulot, là où il y a de l'activité, et donc c'est forcément les métropoles, et c'est là où la pression immobilière est la plus forte. Et donc c'est là où il y a vraiment un problème, quoi. C'est là où l'immobilier, il percute de plein fouet le désir d'enfant. Alors après, il faut s'excentrer, il faut partir de plus en plus loin, mais tout ça, ça retarde. Voilà, et ça retarde à la fois les projets, et en même temps aussi, des fois, ça peut casser un rêve. Hein. Ça peut simplement dire, en fait, le projet familial, on laisse de côté parce que... Il y a encore un lien sur l'immobilier entre le vieillissement et la démographie. Oui, il y a un lien il y a un lien, en fait, en gros, c'est parce que plus on vieillit, plus la rotation des logements elle baisse, plus en fait on reste plus longtemps dans les logements. En plus, on a eu la bonne idée en France d'arrêter de construire, en gros, voilà. De mettre des normes de partout, et puis on a de plus en plus
on entend souvent, moi j'entends souvent dire ça, oui, mais de toute façon, les baby boomers, quand ils vont quitter ce monde, il va y avoir plein de places. Mais en fait, c'est compliqué parce que, en fait, le nombre de ménages en France, l'INSEE a sorti une note il y a pas longtemps là-dessus, il va continuer à augmenter. On va avoir plus 5 millions, entre 2 et 5 millions de ménages supplémentaires pour deux raisons. C'est qu'il y a plus de séparations qu'avant. Et donc, c'est des monofoyers. Voilà, donc on revient sur la question célibat, séparation, divorce, et aussi le vieillissement de la population, c'est des personnes âgées, isolées, seules, des fois c'est des drames humains, mais qui du coup sont aussi un foyer unique, et qui vivent beaucoup plus longtemps qu'avant. Et donc en fait, les deux combinés, séparation plus vieillissement de la population, font qu'on va en fait avoir encore plus de pression sur la demande, alors que l'offre est déjà contrainte. Et donc ça joue vraiment aussi en défaveur. Du coup, pour l'immobilier, la seule vraie solution, c'est de construire. Il faut construire massivement. D'ailleurs, c'est intéressant, au Royaume-Uni, ils sont en train de faire ça. Le nouveau gouvernement travailliste, là, le Labour, ça a été vraiment leur gros projet. Et d'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ont dit, nous, on va faire ça pour les jeunes. On veut donner l'accès immobilier aux jeunes. C'est d'urgence, de toute urgence. En France, ce qui est très bizarre, c'est qu'on voit que les taux de propriétaires chez les jeunes, ils baissent. C'est-à-dire qu'on a 68% des Français aujourd'hui, 58% qui sont propriétaires, mais c'est surtout des personnes âgées, en fait, les 3/4 des retraités, qui sont plus souvent propriétaires que les générations précédentes au même âge. Et aujourd'hui en France, les jeunes 20, 30, 40 ans, ils sont moins souvent propriétaires que les générations précédentes. Et donc en fait, il y a un effet générationnel qui est évident et qui se rapporte effectivement à cette rupture-là sur le marché immobilier. L'objectif de ton livre, c'est de dire, parce que tu es libéral, en tout cas je t'ai connu... toujours. Je l'ai toujours. Chez Génération Libre, un libéralisme qui me plaît beaucoup, centré sur l'individu plus que sur l'économie, les principes économiques libérales. Et donc, le but de ton livre, c'est de dire, si il y a un désir d'enfant, on doit absolument tout faire pour que cette liberté puisse s'exercer. Oui, en fait, moi, je conclus le livre en disant qu'il faut un natalisme libéral. Ouais. Parce que natalisme, ça a mauvaise presse, tout de suite, c'est un gros mot, on l'associe à plein de choses, et il y a plein de nuances de natalisme. Mais natalisme libéral, c'est important. Pour moi, il y a 3 principes dans le natalisme libéral. C'est la liberté individuelle prime au-dessus de tout. Donc, l'idée, c'est pas d'inciter, d'encourager à faire des enfants, c'est de faciliter la réalisation du désir d'enfant. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Moi, je suis libéral, l'État n'a rien à faire dans ma chambre à coucher. On est bien d'accord. J'ai pas envie qu'ils viennent m'expliquer comment je dois vivre, qu'ils priorisent un mode de vie sur un autre. C'est pas le but. On est bien d'accord. Voilà. Mais du coup, non, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est je pense qu'il faut mettre le paquet sur l'égalité homme-femme. Justement, on parlait des modes de garde, sur les tâches ménagères, sur tout ça. Je pense que aujourd'hui, je sais plus qui disait, en fait, le natalisme est un nouveau féminisme. Je pense qu'il y a un chemin très clair entre libéralisme, natalisme et féminisme. On peut trouver un lien entre les trois qui est justement d'aider au maximum les femmes à pouvoir concilier vie pro et vie perso. Et que, en fait, ce sont les pays qui font le choix inverse qui vont être dans la panade. Et c'est les pays qui explorent, et d'ailleurs on le voit bien, les pays scandinaves, qui explorent justement cette voie-là le plus loin possible, qui sont à mon avis l'avenir. Et le troisième point, c'est que ça doit être des efforts intergénérationnels. C'est-à-dire qu'il faut demander aux générations aujourd'hui qui n'ont plus l'âge de faire des enfants, mais qui ont les moyens et qui ont l'espace, d'aider les générations qui sont encore en âge de faire des enfants, mais qui n'ont pas les moyens et pas l'espace de faire des enfants. Et donc là, je pense, et c'est toute la thèse du bouquin du grand vieillissement que je développais avant, c'est il faut rééquilibrer, je pense, économiquement, les transferts, ou en tout cas la solidarité entre les actifs et les inactifs, entre les jeunes et les plus âgés, parce que le modèle social dont on parlait, il a été conçu dans une autre époque et avec un autre régime démographique. Et si on laisse faire les choses, en fait, c'est là où ça va craquer, c'est là où en fait le décalage il va être tel que tout va s'effondrer. Donc il faut retrouver un contrat social intergénérationnel, il faut retrouver un modèle social d'équilibre. Ça demande aux uns de faire des efforts pour les autres, mais c'est comme ça, il faut bouger les choses. Et donc voilà, donc je pense que ce natalisme-là, intergénérationnel, libéral, qui se veut aussi féministe en tout cas dans sa vocation et dans ses intentions, je pense qu'il a un avenir. Et que la France d'ailleurs a toute la légitimité pour porter